La Cour suprême israélienne examine si elle peut révoquer un ministre qui n'a pas été inculpé, ni même interrogé sous avertissement. Si vous pensez qu'une démocratie occidentale ne ferait jamais cela, vous avez raison. Et nous devons parler de ce qui se passe et pourquoi. Je suis Elonama Zelviament et voici la loi fondamentale. Nous allons maintenant parler d'une affaire qui mijote depuis des années, centrée sur deux des figures les plus controversées de la vie publique israélienne, le ministre Itamar Ben-Gvir et la procureure générale Gali Barav Miara. Mais se focaliser sur les personnalités occulte l'importance majeure de cette affaire. Cette affaire touche au cœur de la démocratie israélienne, à la sécurité publique et aux questions qui pourraient bien déterminer la composition du prochain gouvernement. Elle continue d'évoluer et vous devriez en être informé. Je dirais d'emblée que c'est une affaire complexe, avec de nombreux aspects différents et des détails fascinants, et je vais essayer de vous donner l'essentiel, car elle a été mal couverte en anglais. Cela dit, si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à lire autant que possible à ce propos, car tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est effleurer la surface de certaines questions extrêmement importantes. Alors, examinons trois aspects. D'abord, il y a le conflit constitutionnel. Il n'existe aucune démocratie occidentale où un tribunal a ordonné la destitution d'un ministre non inculpé à la demande d'un responsable juridique du gouvernement. Classiquement, ce n'est tout simplement pas le rôle d'un tribunal. Et dire que cela viole la séparation des pouvoirs est un euphémisme. Cela suggère qu'il n'y avait pas de véritable séparation dès le départ. Deuxièmement, il y a le conflit de fond sur les orientations. Ben-Gvir et les milieux juridiques divergent sur la vision de la police israélienne, notamment sur les priorités du maintien de l'ordre, la gestion des prisons, les sanctions pour terrorisme et les nominations policières. Des vies sont en jeu et il n'est pas toujours clair qui est responsable de la définition des politiques. Et on peut soutenir que le système juridique lui-même est un acteur clé de ce dysfonctionnement. Troisièmement, il y a l'énigme structurelle. Pourquoi un pays qui a maintenant 78 ans ne sait-il toujours pas qui dirige sa police et quel est le coût de cette confusion pour nous? Allons-y. Voici le contexte essentiel pour comprendre cette affaire. Itamar Ben-Gvir est devenu ministre de la Sécurité nationale en décembre 2022, défendant une approche nationaliste renforcée du maintien de l'ordre. L'affrontement avec les milieux juridiques a débuté dès le premier jour. Selon eux, les ministres fixent les grandes orientations sans intervenir dans les opérations. De son point de vue, il avait été élu pour changer le fonctionnement de la police et il comptait utiliser tous les leviers juridiques possibles pour y parvenir. Et comme il s'agit d'Israël, une pétition a été déposée immédiatement pour demander l'annulation de sa nomination au motif d'extrême déraisonnabilité. La Cour suprême a rejeté cette pétition seulement un an plus tard, voire un peu plus, même si la décision n'était pas sans critique envers Ben-Gvir, et elle a souligné que l'indépendance de la police serait préservée pendant son mandat quoi qu'il arrive. D'autres pétitions ont suivi après qu'il ait exercé ses fonctions de ministre pendant un certain temps, et ces pétitions visaient à obliger le Premier ministre à renvoyer Ben-Gvir pour les mêmes raisons. La procureure générale a demandé au Premier ministre de reconsidérer sa nomination. Ben-Gvir a brièvement démissionné de son poste au début de 2025 pour protester contre les accords sur les otages de Gaza et a été renommé peu de temps après, malgré les objections de la procureure générale. Maintenant, en tant que personne qui contrôle l'accès d'un ministre à la représentation juridique du gouvernement, que ce soit par son bureau ou à sa discrétion par un avocat privé, la procureure générale a accepté de défendre la nomination de Ben-Gvir devant le tribunal uniquement à condition qu'il signe un accord écrit fixant un cadre de principe en avril 2025. Cet accord lui interdisait strictement d'interférer dans les opérations policières, les enquêtes spécifiques ou la promotion des agents en dessous d'un certain grade. À la fin de 2025 et au début de 2026, la position de la procureure générale avait changé. Elle a informé la Haute Cour que le cadre était, je cite, une lettre morte, parce qu'elle affirmait que Ben-Gvir en avait systématiquement violé les termes. Elle a mentionné ses propos publics sur des enquêtes en cours, son rôle dans le maintien de l'ordre lors des manifestations et ses tentatives de contourner le chef de la police pour les décisions sur le personnel. Un autre point important est présent ici. Selon les reportages des journalistes israéliens Amit Segal et Avishai Grinsag, la procureure générale s'est également tournée vers le chef du Shin Bet de l'époque, Ronen Bar, pour rassembler des éléments sur le comportement de Ben-Gvir afin de les utiliser dans ses dossiers contre lui devant la Cour suprême. Alors, laissez-moi le répéter. Si ces informations sont exactes,
le chef du service de renseignement intérieur israélien a reçu l'ordre de recueillir des informations sur un ministre en exercice afin de soutenir une procédure judiciaire contre lui, engagée par la conseillère juridique du gouvernement elle-même, une enquête qui, selon plusieurs sources, n'a rien donné. L'équipe de Ben-Gvir conteste désormais la plupart des affirmations de la procureure générale. Ce qu'il affirme à plusieurs reprises, aussi bien lors de l'audience qu'en dehors, c'est qu'il a exercé un contrôle strict sur les nominations. Elle dit que je fixe la politique et que je change la police, dit-il. Elle a raison. Elle dit que j'interviens dans les nominations, que j'ai nommé plus de 1000 personnes pour mettre en œuvre ma politique. Elle a aussi raison. Pour une oreille américaine, qu'un ministre nomme des hauts responsables dans un organisme sous son ministère ne semble sans doute pas poser problème. Et le ministre est en fait autorisé par la loi à faire exactement cela, sous réserve de certaines limites légales, telles que l'interdiction de le caractère manifestement déraisonnable ou de considérations étrangères, en s'assurant que son jugement est professionnel et approprié. Mais comme d'habitude en Israël, il y a aussi une grande confusion quant à l'étendue exacte des pouvoirs de chacun. Et avec Ben-Gvir, un véritable paratonnerre politique s'il en est, le milieu juridique cherche à utiliser cette confusion à son avantage. Voici comment cela fonctionne. L'ordonnance de la police de 1971 répartit de façon ambiguë l'autorité entre le commissaire de police et le ministre. Et 3 commissions publiques distinctes, Tzadok, Og et Zamir, ont recommandé au fil des décennies que l'autorité du ministre pour définir la politique soit clarifiée, sans lui permettre d'intervenir dans les opérations. Ces recommandations n'ont pas été inscrites dans la loi jusqu'à l'amendement 37 en 2022, dont une partie a été annulée par la Cour suprême et une autre clarifiée en 2025. Parallèlement, comme nous en avons déjà parlé ici, les pouvoirs du procureur général sur la conduite ministérielle, jamais inscrits dans la loi, se sont développés à travers la jurisprudence jusqu'à devenir presque un droit de veto. En pratique, la ministre peut définir la politique générale de la police, sans donner d'instructions précises ni s'impliquer dans des opérations spécifiques. Ce tribunal a également exigé que Ben-Gvir consulte les autorités juridiques concernant les politiques relatives aux manifestations et aux enquêtes. Et peut-être que la question la plus vivement contestée est celle des nominations du personnel, où l'argument principal contre Ben-Gvir est qu'en nommant des officiers qui sont d'accord avec ses politiques, il compromet l'indépendance de la police. Maintenant, le contre-argument à cela, bien sûr, est non seulement que le ministre est autorisé par la loi et par cette coalition démocratiquement élue à faire des nominations, mais aussi que la position de ministre a peu de poids sans elle. Comme l'a dit le président Reagan, le personnel, c'est la politique. Cela ne veut pas dire que chaque nomination sera bonne, et en fait, vous trouverez beaucoup de personnes, aussi bien à droite qu'à gauche, qui ont leurs critiques dans ce cas. Cela ne signifie pas non plus que les nominations dépendent uniquement du ministre. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe des interdictions concernant les nominations extrêmement déraisonnables ou celles fondées sur des considérations extérieures au domaine professionnel. Alors, examinons un exemple où tous ces éléments se sont retrouvés au premier plan, et ce serait l'histoire de l'officier de police Renat Saban. Pour le courant juridique dominant, cette affaire paraît clairement être celle de Ben-Gvir bloquant la promotion d'un officier de police pour des raisons politiques. Et pour ceux de droite, c'est un exemple parfait de la façon dont les gardiens du seuil et la justice ont contourné la loi écrite lorsque celle-ci entre en conflit avec leur agenda. Saban était candidat à une promotion de commissaire principal et avait reçu les recommandations requises des hauts responsables de la police et du personnel juridique. Ben-Gvir avait initialement approuvé cette promotion sous réserve qu'elle termine un cours requis. Cependant, après l'apparition de nouvelles informations à son sujet, Ben-Gvir a retardé l'approbation finale de sa promotion. Saban était une enquêtrice clé dans les affaires Netanyahou, surtout l'affaire 4000, celle des allégations de couverture médiatique favorable à Bezik. Mais son témoignage lors du procès de 2025 a été, selon toute norme objective, un véritable désastre. Elle a admis avoir menti aux témoins de l'État et a soudainement souffert d'une amnésie bien commode, répondant « Je ne me souviens pas » des dizaines de fois. De plus, la Cour suprême l'avait déjà signalé pour des écarts de procédure concernant des fouilles illégales dans les téléphones des conseillers de Netanyahou. Saban a intenté un procès, affirmant que Ben-Gvir n'avait pas l'autorité de reconsidérer son approbation initiale et que le retard dans sa promotion était lié à des considérations illégales.
Ce faisant, elle a exprimé une peur profonde et légitime partagée par de nombreux professionnels de l'application de la loi, celle que leur avancement soit lié à des considérations politiques plutôt que professionnelles. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous ne voulez pas décourager ou fausser des témoignages policiers essentiels parce qu'un agent pense qu'il ou elle doit se conformer. D'un autre côté, Ben Gvir a affirmé qu'il était en mesure de revoir la décision concernant la promotion et qu'il souhaite obtenir des informations supplémentaires sur Saban. Et pour ceux qui suivent l'intrigue, peut-être même de trop près, c'est une affirmation très similaire à celle faite par la procureure générale elle-même, lorsque, dans son rôle de conseillère, elle a ouvert ce qui était essentiellement une enquête sans fin sur la candidature de Roy Cashlon au poste de commissaire de la fonction publique et a finalement fait échouer sa nomination. Bien que Ben Gvir ait d'abord cité le témoignage de Saban dans les affaires Netanyahou comme l'une de ses raisons, les irrégularités évoquées par la Cour suprême ont fourni un autre motif pour le report. Le tribunal de district de Jérusalem a donné raison à Saban, examinant l'exercice de l'autorité par Ben Gvir et concluant qu'aucun fondement n'avait été démontré pour justifier un complément d'enquête. Il a conclu que Ben Gvir avait agi sur la base de ses considérations étrangères prohibées. Et lorsqu'il a tenu bon, le tribunal a pris la mesure sans précédent de décider que la promotion de Saban avait force de loi rétroactivement, malgré son refus de signer. Donc, concrètement, cela signifie que le tribunal est intervenu dans la nomination, lui donnant un effet juridique sans l'accord de l'exécutif et contre sa volonté. La procureure générale cite aujourd'hui l'affaire Saban comme l'exemple le plus évident d'abus de son autorité à des fins politiques par Ben Gvir. Et la droite israélienne le considère comme l'inverse, les gardiens du système qui se serrent les coudes pour imposer un officier précis par-dessus la tête d'un ministre exerçant son autorité légale. Ainsi, la question se pose, un cas de déraisonnabilité extrême ne devrait-elle pas être plus évidente pour davantage de personnes? Que se passe-t-il lorsque cette norme, initialement conçue pour être appliquée rarement et de manière neutre, est interprétée par au moins un côté de l'échiquier politique, voire les deux, comme une solution passe-partout permettant au système judiciaire d'empiéter sur les décisions politiques? Et ce n'est là qu'un des dangers présents ici. Le plus grand danger, c'est que ni cette affaire, ni aucune de ces plaintes juridiques déposées contre Ben Gvir, dont certaines peuvent même être justifiées en tant que critiques politiques, n'atteint le niveau d'une infraction pénale. Néanmoins, avec Saban comme exemple parmi d'autres, les requérants et la procureure générale d'Israël essaient d'évincer un ministre qu'ils n'ont jamais voulu voir en fonction dès le départ. Et ironiquement, l'argument avancé ici est qu'un historique cumulatif d'actions potentiellement répréhensibles constitue une politisation et une instrumentalisation de la police, sapant ainsi son indépendance. Mais à moins qu'une loi n'ait été violée, qu'est-ce qui distingue cette accusation d'une simple préférence politique au départ? Et si aucune loi n'a été violée, quel est le principe limitatif qui empêcherait le système judiciaire, voire même les citoyens ordinaires, de simplement saboter les politiques avec lesquelles ils ne sont pas d'accord? D'ailleurs, si la loi elle-même devient politique dans son application, alors que signifie vraiment la notion d'indépendance de la police? Et comment une société profondément polarisée peut-elle faire confiance aux institutions qui exercent autant de pouvoir sur elle au nom de la protection de l'intérêt public? Toutes ces questions nous amènent à mercredi dernier, où l'ambiguïté juridique, la nature croissante de l'éternel affrontement constitutionnel et une journée entière de débats juridiques étaient exposées au grand jour. C'était une audience extraordinaire, 9 juges, près de 10 heures. Le public n'a pas pu entrer pour éviter toute perturbation. D'ailleurs, l'interdiction a été décidée par la même Cour qui, une semaine plus tôt, avait annulé des directives de sécurité en temps de guerre limitant le nombre de personnes lors des manifestations antigouvernementales, au nom du caractère sacré de la liberté d'expression lors des manifestations. La Cour pourrait-elle décider que la Première ministre pourrait être obligée de renvoyer une ministre qui n'est accusée d'aucun crime? La démocratie israélienne était-elle finalement tombée comme Alice au fond du terrier du lapin? L'avocat de Ben Gvir, David Peter, a résumé de façon percutante la version la plus conflictuelle de la défense de la ministre devant les juges. Il a dit « Vous n'avez aucune autorité. Non seulement vous n'avez pas l'autorité, mais vous n'avez même pas compétence pour dire que vous avez compétence. » Après un échange piquant sur la question, la réponse d'une juge était tout aussi révélatrice. La loi fondamentale sur le pouvoir judiciaire rend difficile de nier que nous avons compétence. La seule question est celle du pouvoir discrétionnaire. En d'autres termes, nous déciderons des limites de notre propre pouvoir au cas par cas,
et vous allez devoir l'accepter. L'avocat de Netanyahou, Michael Rubello, a insisté sur le point purement statutaire. La loi fondamentale, le gouvernement attribue l'autorité de nommer et de révoquer les ministres au Premier ministre et non au tribunal. La juge Solberg a répliqué en faisant remarquer que les requérants s'appuyaient certes pas sur un acte d'accusation, mais sur une série d'incidents concrets, et elle a demandé comment le tribunal devait traiter un ensemble global de comportements. À mon avis, ces échanges constituent l'essentiel de l'affaire. Le raisonnement doctrinal que les juges cherchaient à adopter était soit une extension, soit un éloignement de l'arrêt d'Eri Pinchasi de 1993. Dans cette affaire, la Cour suprême a ordonné au Premier ministre Rabin de limoger 2 ministres accusés, mais non condamnés de corruption, au motif que ne pas le faire était extrêmement déraisonnable. Aucune loi israélienne n'exigeait ce renvoi. Il n'existait pas, et il n'existe toujours aucun précédent ni équivalent dans aucun autre système juridique occidental où un tribunal se déclare habilité à révoquer des ministres sur la base d'une norme de common law qu'il a inventée en l'absence de toute loi. Ben-Gvir, 33 ans plus tard, est soit une extension de cette doctrine dans un domaine que Deri Pinchasi lui-même n'aurait pas atteint, car il n'y a pas d'acte d'accusation. Ou, selon une autre perspective tentée par certains juges, il s'agit d'une catégorie différente, fondée non sur la criminalité, mais sur le comportement général. Où en sommes-nous? Le 16 avril, au lendemain de l'audience, la Cour a émis une ordonnance provisoire. La décision finale reste attendue. Ben-Gvir garde son ministère, mais les promotions à des postes sensibles de haut niveau liés aux enquêtes, à l'application de la loi, à la liberté d'expression ou au conseiller juridique de la police nécessitent la recommandation du commissaire et un préavis de 7 jours au procureur général. Ben-Gvir ne peut pas commenter publiquement l'usage de la force par la police. En gros, l'ordonnance suit de près le cadre des principes tels qu'ils ont été signés au départ, et les parties doivent faire un rapport d'ici le 3 mai. D'après ma lecture de cette décision, le tribunal reconnaît qu'il joue avec le feu. Plutôt que de rejeter cette affaire pour absence de justiciabilité, comme l'aurait fait n'importe quel autre tribunal dans une démocratie occidentale, la Cour refuse d'admettre que son autorité a des limites. Elle s'est ainsi engagée dans un champ de mine politique, tentant d'éviter l'explosion que représenterait le limogeage du ministre. Une explosion offrirait à la coalition un avantage électoral en année d'élection, tout en continuant d'étendre le contrôle judiciaire sur l'action des ministres. Il faudrait maintenant se demander ce que ce chaos coûte concrètement. Et même si, à ma connaissance, personne n'a quantifié l'ensemble de la situation, je vais vous donner un exemple frappant. Regardons le taux de meurtre extraordinairement élevé au sein de la population arabe d'Israël. Le taux est passé de 96 vies perdues en 2020 à 116 en 2022, puis à 244 en 2023 et 252 en 2025, l'année la plus meurtrière jamais enregistrée. Environ 88% des personnes tuées ont été abattues. Le taux d'élucidation, c'est-à-dire la part des meurtres pour lesquels la police identifie et arrête un suspect, est d'environ 10%. La tentation ici est de blâmer la ministre de la Sécurité nationale, responsable de la police, et qui est certainement bruyante et présente au centre de multiples tempêtes, et dont les priorités déclarées semblent se situer ailleurs. Ceci a été rapporté à plusieurs reprises. Mais la responsabilité de ce problème est vraiment partagée entre la ministre, la police, la procureure générale et la procureure d'État qu'elle supervise, les services de renseignement, les autorités locales arabes et d'autres acteurs. Nous devrions regarder la conseillère juridique du gouvernement, car elle est non seulement la conseillère juridique, mais aussi la chef du parquet, responsable de décider si les affaires sont poursuivies, les enquêtes financées, les accords de plaidoyer conclus et les condamnations obtenues. Et la hausse survient l'année où cette procureure générale prend ses fonctions, Ben-Gvir n'entrant en fonction qu'en décembre de cette même année. Maintenant, les propres chiffres du procureur de l'État rapportés à la Knesset ont montré 42 mises en accusation pour homicide contre environ 230 meurtres dans le secteur arabe en 2024. Pendant que ces chiffres s'accumulaient, la procureure générale dépensait du capital institutionnel dans une campagne de plusieurs années contre la ministre supervisant la police, ainsi que dans d'autres affrontements constitutionnels majeurs. Pourquoi la criminalité dans le secteur arabe n'est-elle pas une priorité pour l'institution censée protéger les droits individuels? Et pourquoi la presse ne pointe-t-elle du doigt que certains des acteurs impliqués, déchargeant ainsi les autres de la responsabilité cruciale de protéger ces vies?
Donc, voici un exemple clair où le manque de clarté sur l'autorité et les luttes auxquelles le système juridique consacre son temps ont un coût évident et terrible. Ce n'est pas la seule raison, mais c'en est une. Il y a un deuxième coût que je voudrais souligner en fait avant de conclure, et il est entièrement antérieur à Ben-Gvir, c'est le déclin de la confiance du public dans la police. La confiance dans la police israélienne était de 41% en octobre 2020, de 33,5% un an plus tard, et seulement de 29% en janvier 2022. C'est le niveau le plus bas depuis que l'indice de la démocratie israélienne a commencé à le mesurer en 2003. L'Institut de la démocratie israélienne relie cet effondrement au scandale du logiciel espion Pegasus, également abordé dans cette affaire. L'Institut de la démocratie israélienne a attribué cet effondrement au scandale lié au logiciel espion Pegasus, dont nous avons également parlé dans l'émission, ainsi qu'à la gestion publique des enquêtes sur Netanyahou. En 2022, la confiance dans le bureau du procureur général a atteint un niveau historiquement bas selon le même indice. Tout cela est arrivé avant la prise de fonction de Ben-Gvir. En fait, on peut dire que ces chiffres font partie des raisons pour lesquelles il a réussi à percer en politique. Et pendant qu'il est en fonction, ces chiffres restent bas, ce qui témoigne d'une autre institution qui a besoin d'une réforme en profondeur. Mais avec un rempart judiciaire qui protège, et peut-être surprotège, contre les tentatives politiques de changer ces systèmes, nous sommes maintenant confrontés à la question de savoir comment cela peut arriver. Que faire maintenant ? Nous attendons de voir comment cela évoluera après la soumission du nouvel accord, le 3 mai. Le cadre provisoire a déjà suscité des désaccords, les parties retournant en justice pour clarifier de nouveaux conflits. Je doute que Ben-Gvir soit renvoyé, mais cela n'exclut pas des répercussions. Cette affaire fera jurisprudence et pourrait entraîner le renvoi d'un futur ministre si la situation persiste. Et au-delà du bouleversement de la conception classique de la raison d'être des tribunaux, cette approche engendre le chaos et la discorde dans la gestion des forces de l'ordre. De plus, ne vous méprenez pas sur la réaction politique probable. Aucune accusation n'a été portée, mais les électeurs de droite y voient une mise en accusation de leurs représentants, leur coalition et eux-mêmes. Ils vont réagir. Au cours de l'année écoulée, une campagne publique menée par une éminente spécialiste du droit a recueilli plus de 120 000 signatures sur une pétition demandant au gouvernement américain de sanctionner les principaux responsables politiques et judiciaires israéliens, dont la juge Isha Kamit et la procureure générale Barav Miara, pour leur rôle dans le blocage d'une grâce pour le Premier ministre. Maintenant, c'est une démarche à laquelle je m'oppose totalement et que je considère comme une violation flagrante du principe de souveraineté que nous nous efforçons tant de préserver. Mais l'existence de cette pétition, et une pétition d'une telle ampleur, doit être considérée comme un avertissement. Un nombre important d'Israéliens perdent confiance en une solution démocratique à ce problème. Ils estiment que leurs droits civils et politiques sont violés simplement en raison de qui ils sont et de la façon dont ils votent. Et il revient à ceux qui veulent faire preuve de leadership, non pas de pouvoir, mais de leadership, d'agir de manière responsable et de faire preuve de retenue. Un dernier mot personnel. J'ai grandi avec les récits des fondateurs et héros israéliens, petites filles de grands-parents ayant combattu ensemble dans les mouvements clandestins pour un État juif. Pour ceux qui connaissent l'histoire, les relations entre ces mouvements clandestins n'étaient pas toujours harmonieuses avant ou après la création de l'État. La Haganah, représentant les sionistes travaillistes, collaborait parfois avec les Britanniques contre d'autres groupes de résistance. Et même après que l'État ait été établi, le Pinkas Adom, qui était en fait la carte du parti Mapai, était ce dont vous aviez besoin pour obtenir un emploi dans le secteur public. Et si vous ne l'aviez pas, vous en souffriez. Après avoir combattu pour l'État, mes grands-parents ont dû le quitter pour gagner leur vie avec 3 jeunes enfants, et leurs enfants ont grandi principalement à l'étranger. J'ai grandi en connaissant tout cela, sans jamais entendre un mot négatif sur Israël. C'était simplement les épreuves d'une génération fondatrice qui avait accompli des miracles et versé son sang pour y parvenir. On nous a appris à aimer la terre, l'État, le peuple, notre passé et le potentiel que nous avons encore à réaliser ensemble. Donc, je reste en fait constamment optimiste, peu importe ce qui se passe au plus haut niveau du gouvernement, ce qui nécessite des réformes. Presque partout, il existe un sentiment nationaliste sain au sein de la population israélienne qui, au final, empêchera ce pays de sombrer dans le chaos. Mais aussi naturel et humain que cela puisse être dans un pays qui rassemble des millions d'immigrants venus du monde entier,
la perception de la supériorité d'une partie de la population sur une autre ne devrait plus avoir sa place ici. La semaine dernière, nous avons allumé des bougies pour Yom HaZikaron et les torches ont été allumées au mont Herzl. Des dizaines de milliers de réservistes en sont à leur 3e à 5e période de Milouim depuis le 7 octobre. En 1947, dans un café de Tel Aviv, Nathan Altraman surprit un commandant de la Haganah et le fondateur du Palmach, chuchotant sur le nombre de morts pour défendre l'État alors promis sur le papier. Il est rentré chez lui ce soir-là et a écrit Magash HaKesef, un poème intitulé Le plateau d'argent. Le poème se termine avec 2 jeunes soldats, un garçon et une fille, qui s'approchent de la nation au crépuscule, épuisés, encore en tenue de combat. Et lorsque la nation demande qui ils sont, ils répondent « Nous sommes le plateau d'argent sur lequel l'État juif vous a été offert. » Et puis Alterman écrit « Les 2 tombent aux pieds de la nation, et le reste est raconté dans les chroniques d'Israël. » En effet, c'est le cas. La prochaine étape nous appartient, et une fois cette guerre terminée, et peut-être même pendant qu'elle continue, nous avons maintenant du travail à faire. J'espère qu'avec les débats dans les facultés de droit, le milieu juridique et les réseaux sociaux, ainsi que le travail du Forum israélien du droit et de la liberté et d'autres organisations, nous regarderons en arrière et nous nous verrons comme une partie de la solution. Nous avons reçu des générations précédentes un miracle sur un plateau d'argent et notre mission doit être de le transmettre élargi et renforcé. Je vous verrai la semaine prochaine.